Ma sœur a appelé et m'a ordonné, demain, 20 personnes viendront, préparer les chambres, pour rester gratuitement dans ma nouvelle maison au bord du lac, sans me demander mon avis. Alors j'ai préparé une surprise. Je m'appelle Cybèle. Je pensais que le silence préservait la paix, mais et si cela me rendait juste invisible? Que faites-vous lorsque les personnes que vous aimez vous traitent comme une figurante dans votre propre vie? Et que se passe-t-il quand vous dites enfin, ça suffit? Au moment où la dernière boîte était à l'intérieur, mon dos s'était raidi et mes paumes étaient couvertes de poussière de carton. Pourtant, je me tenais dans le salon de ma maison au bord du lac, pieds nus sur le plancher en bois frais, et je ressentais quelque chose que je ne m'étais pas permis de ressentir depuis longtemps. L'arrivée. L'endroit sentait la peinture fraîche et le cèdre. La lumière du soleil tranchait à travers les vitres en fine ligne, attrapant la poussière flottante comme des paillettes d'or suspendues dans l'air. Je suis allé à la cuisine, j'ai mis une bouilloire en marche, et je me suis tenu silencieusement pendant qu'elle sifflait, le son résonnant dans l'espace en grande partie vide. Ma maison, mes règles, aucune empreinte d'une autre personne ici. Après 22 ans de compromis, de couches surfing pendant les vacances, pendant que les familles de mes frères et sœurs s'appropriaient toutes les chambres libres, j'avais enfin construit quelque chose qui n'était pas un héritage. Chaque centimètre de cette maison était à moi. J'avais choisi les carreaux. J'avais dessiné la disposition sur des serviettes en papier entre les chantiers. Je m'étais battu pour me l'offrir, restant tard au cabinet pendant que les autres partaient tôt pour les spectacles de danse et les matchs de football de leurs enfants. Et je ne me suis pas plainte à l'époque. Je ne commencerai pas maintenant. La bouilloire a sifflé. J'ai versé l'eau sur un sachet de camomille et j'ai pris ma tasse sur le porche. Elle craquait sous moi, mais pas d'une manière ancienne et fatiguée, plutôt comme si elle apprenait mon poids. Le lac reposait tranquillement, la surface comme du verre, reflétant les pins qui bordaient son bord lointain. J'ai expiré lentement et j'ai pensé, c'est ça. C'est la paix. Puis le téléphone a sonné. Je l'ai laissé sonner une fois, 2 fois. À la 3e, je l'ai saisi, m'attendant à un voisin. Peut-être quelqu'un du service de livraison à propos du retard du canapé. Salut, Cybèle, la voix de ma sœur. Trop joyeuse pour être décontractée. Isolda n'appelait jamais sans un ordre du jour. Nous serons là demain matin vers 9 h, une vingtaine de personnes. Ça ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas? Prépare les chambres. J'ai cligné des yeux. Attends, quoi? Week-end en famille. Elle a dit ça comme si cela avait été au calendrier toute l'année. Tout le monde a hâte de voir la maison du lac. Tu as de la place. Ne stresse pas. Oh, et nous apporterons des serviettes supplémentaires. Je viens juste d'emménager, j'ai réussi à dire. Mon thé s'était figé dans ma main. Parfait, dit-elle. Tu es donc installé. Clic, la ligne s'est coupée. Je suis resté là à fixer le téléphone comme s'il m'avait giflé. Aucune félicitation. Non, vous ne voulez pas? Juste un commandement déguisé en inclusion. Je suis retourné à la cuisine et je me suis assise à l'îlot, le téléphone toujours dans la main. Je n'ai pas pleuré. Ce n'est pas mon style. J'ai posé la tasse et j'ai ouvert ma tablette par un instinct engourdi. Peut-être que j'avais imaginé. Peut-être que c'était juste elle qui faisait encore ça dramatique. J'ai tapé sur Facebook, en haut du flux, une photo, la maison du lac, ma maison prise depuis l'allée. L'angle était juste assez parfait pour ressembler à une brochure immobilière. Sa légende disait, tellement excité d'accueillir la famille ce week-end dans notre nouvelle retraite au bord du lac. J'ai hâte que tout le monde crée de nouveaux souvenirs. C'est ça la famille. Mon nom n'était pas mentionné. Les commentaires affluaient. Tu es incroyable, Isolda. Une si grande chef de famille. Tu fais toujours de la magie. Je suis resté là à faire défiler, le cœur battant régulièrement comme un métronome dans ma poitrine. Cette maison n'était pas une toile de fond pour son récit sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas une scène pour qu'elle joue une fois de plus la grande sœur bienveillante sauvant la pauvre sœur célibataire, sans encre. Non, cet endroit a été construit par mes propres mains, mes sacrifices, mon fichu prêt hypothécaire. Et maintenant, 20 personnes. Mon frère Dorian et sa dernière petite amie. Ma nièce Mera qui pensait toujours que je vivais dans des hôtels. Ma mère Claudine, qui m'a dit un jour, tu as de la chance de ne pas avoir de famille à inquiéter. Et Isolda, bien sûr, le chef d'orchestre de chaque soi-disant effort familial. Je me suis appuyé sur la chaise et j'ai fermé les yeux.
Le silence dans la pièce s'étendit. Ce n'était plus le genre paisible. C'était chargé. J'avais joué la bonne sœur, celle qui était d'accord. J'étais venu avec des gratins que personne ne mangeait, avec des cadeaux que personne n'ouvrait. J'avais dormi par terre, manqué mes propres vacances pour assister à des fêtes d'anniversaire où ma présence était une note de bas de page. Et pourtant, je les laissais entrer et sortir comme si je faisais partie du décor, comme du mobilier. Mais pas ici, pas dans cette maison. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé par la fenêtre vers le lac, sa surface se déplaçant maintenant légèrement dans la brise, mes doigts tapotant la tasse en céramique. Calme, respire. Il pensait que je préparerais les chambres. Il pensait que je nettoierais les salles de bain, que je laverais les draps, que je dresserais la table comme une hôtesse Airbnb non rémunérée. Ils avaient tort. Il ne s'agissait pas d'être mesquine. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de vérité. Il s'agissait finalement de choisir de ne pas être effacé. Je me suis levé, j'ai rincé la tasse de thé et j'ai essuyé le comptoir. Puis j'ai pris mon cahier. S'il voulait un week-end au lac, il l'aurait. Mais pas comme il s'y attendait, car j'avais aussi une surprise. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Pas par nervosité. J'avais dépassé ça. C'était autre chose. Comme si les murs de la maison absorbaient chaque mot non dit de cet appel téléphonique et les répercutaient dans le silence. Au moment où le soleil commençait à se lever derrière la ligne des arbres, j'étais déjà habillé, me déplaçant silencieusement de pièce en pièce. Les draps étaient pliés de manière militaire. Des serviettes fraîches étaient soigneusement posées au pied de chaque lit. Le café infusait. J'avais disposé des muffins sur un plateau en céramique, acheté en magasin, rien fait maison. Je n'étais pas une hôte après tout. Je me préparais. À 9 heures, l'allée de gravier tremblait sous la première vague de pneus. Les rires flottaient à travers les arbres comme une chanson que je n'avais pas demandé à entendre. Les portes s'ouvraient, les sacs tombaient sur le porche. Puis vinrent les voix, superposées, familières, légèrement plus fortes qu'il ne le fallait. Je me tenais à la fenêtre avant, sirotant mon café, regardant ma propre maison se transformer en un décor. La première à émerger de la foule fut Claudine, ma mère, avec un cardigan sur ses épaules même en juin, des lunettes de soleil perchées haut comme si elle auditionnait pour un film de matriarche côtière. Juste derrière elle se trouvait Dorian, silencieux comme d'habitude, tirant une valise et tenant son téléphone sur une épaule. Il n'a même pas levé les yeux. Puis elle est apparue. Isolda est sortie de l'arrière d'un SUV blanc comme si elle montait sur un tapis rouge. Cheveux bouclés, une blouse blanche trop nette pour le voyage, des lunettes de soleil qu'elle n'a pas enlevées même en s'approchant du Porsche. La voilà, annonça-t-elle, bras levés. La fille qui a fait que tout cela arrive. Elle ne m'a pas regardé quand elle a dit ça. Elle a regardé le groupe. Elle jouait toujours pour la foule. Quelqu'un a applaudi. Un autre a sifflé. Je suis resté immobile, à moitié dans l'ombre du cadre de la cuisine. Ils se sont déversés dans la maison. Les glacières traînaient sur le parquet. Les sandales jetées près de la porte. Les voix rebondissaient sur toutes les surfaces. Isolda a serré quelqu'un dans ses bras, puis a commencé à pointer du doigt comme un commandant. Vous deux, prenez la chambre d'angle. Maman et moi sommes à l'étage. Dorian peut prendre le convertible. Elle avait fait cela avant que je puisse même ouvrir la bouche. Alors que je me tournais vers le couloir, une femme que je ne reconnaissais pas s'est dirigée vers moi. Peut-être dans la quarantaine, habillée comme si elle venait d'une retraite de yoga, les bras chargés de sacs. « Salut », dit-elle joyeusement, me pressant une valise dans les mains. « Pourriez-vous me porter ça à la chambre du grenier ?» J'ai cligné des yeux. « Pardon ?» Elle a souri, inconsciente. « Je pensais juste que vous aidiez, n'est-ce pas ?» Je l'ai regardé, le poids du sac toujours entre nous. « Je ne suis pas du personnel », ai-je dit calmement. Calme, ferme. Ses yeux se sont élargis. Elle bégaya. « Oh, je ne voulais pas, quelqu'un a dit que vous aidiez. » Elle s'est arrêtée, tendant la main vers le sac avec des doigts qui ne savaient soudainement pas quoi faire. Je la lui ai rendu sans un mot. Je me suis retourné et j'ai descendu le couloir, mon pouls battant dans mes oreilles comme si quelqu'un avait frappé contre les poutres de la maison elle-même. Dans la salle à manger, des rires ont éclaté. J'ai suivi le son, plus par instinct que par intérêt. Isolda se tenait à table, entourée de boîtes de décoration à moitié ouvertes, de centres de table,
de serviettes étiquetées, même de bougies. Sur la table gisait une pile d'invitations glacées. J'en ai ramassé une. Organisée par Isolda Greenwood. Week-end familial au lac. Aucune mention de moi, pas une note de bas de page, même pas un « chez Cybèle » passif. Juste elle, son nom, son spectacle. J'ai retourné la carte. Rien, aucun détail déplacé. La police était classique, élégante. Elle avait l'air chère. Elle avait probablement imprimé et envoyé ses invitations des semaines auparavant, avant même d'appeler, avant même que j'aie emménagé. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Claudine. « Tu as l'air pâle, ma chérie. Es-tu fatiguée ?» Je me suis tourné lentement. « Es-tu au courant de ça ?» Elle m'a donné ce sourire. Celui qu'elle utilisait toujours quand elle ne voulait pas s'impliquer. « Ta sœur est douée pour planifier. Elle a de bonnes intentions. Ne le prends pas personnellement. » Bien sûr que non. Ce n'était pas personnel. Tout comme chaque fête où l'on me disait où m'asseoir. Tout comme chaque photo de famille où l'on me poussait sur le bord. Tout comme chaque fois que quelqu'un présentait Isolda comme le ciment et moi comme l'autre. J'ai reposé l'invitation sur la table. Isolda a ri depuis la cuisine. Elle arrangeait des bouteilles de vin sur le comptoir comme si elle possédait l'air de la pièce. Je suis parti sans rien dire. À l'étage, j'ai ouvert le tiroir de la table de nuit et j'ai glissé une des invitations à l'intérieur. J'ai fermé doucement, je me suis assise sur le bord du lit et j'ai regardé le mur pendant un moment. Elle avait pris ma maison et en avait fait une toile de fond. Je l'avais laissé faire avant, la laisser prendre le crédit, prendre de la place, prendre des applaudissements. Mais je n'allais pas la laisser prendre ceci. Pas cette fois. Ce soir-là, après que la plupart d'entre eux soient descendus au quai, j'ai parcouru la propriété. Les pins se balançaient dans le vent comme de vieux siècles. Je n'ai pas pris mon téléphone. Je n'ai rien pris. Juste moi-même. La brise portait les voix de l'eau, suffisamment éloignées pour être ignorée. Je me suis assise sur la balançoire au bord du porche. Ma main reposait sur l'accoudoir. À l'intérieur, l'invitation en papier attendait. Je n'allais pas la confronter aujourd'hui. Mais la différence cette fois était simple. Je n'allais pas l'avaler non plus, car le silence n'est pas la même chose que la reddition. Après avoir rangé l'invitation pliée dans le tiroir, je suis resté assise sur le bord du lit. La maison était animée par des voix en bas, des fourchettes cliquetant contre des assiettes en céramique, quelqu'un ouvrant une bouteille de vin trop près des rires. C'était un genre de bruit qui me blessait autrefois. Maintenant, cela semblait juste distant. J'avais préparé le dîner. Je ne voulais pas, mais je l'ai fait. Pas parce que je leur devais l'hospitalité. Je ne le faisais pas, mais parce que c'était plus facile que de regarder Isolda choisir un traiteur et l'annoncer sur Facebook comme si elle avait tout planifié. Alors, j'ai mijoté des pâtes, grillé du saumon et disposé des bols de salade et du pain chaud. Tout le monde a mangé. Personne n'a demandé qui avait préparé. Ils ont juste supposé que cela était apparu comme par magie, comme les choses semblaient toujours arriver quand j'étais impliqué. Isolda s'est levée pour porter un toast à mi-chemin du repas. Elle a levé son verre de vin et a regardé autour d'elle comme si elle était sur scène. À la famille, dit-elle, et à cette belle maison dont nous avons tellement de chance de profiter ensemble. Cela fait si longtemps que nous ne sommes pas tous réunis. Applaudissements. Même ma mère a applaudi. Dorian a hoché la tête et a siroté sa boisson sans un mot. Personne ne m'a regardé. Personne n'a mentionné mon nom. Jamais. Je suis restée assise, j'ai souri faiblement, et j'ai pris une autre bouchée de salade. Si je m'étais levé et avais crié, je ne pense pas que personne n'aurait remarqué. Plus tard, après que les assiettes aient été débarrassées et que le bruit se soit déplacé vers le quai, je me suis glissé à l'étage. J'avais besoin d'air. Pas celui que l'on respire, mais celui qui remplit l'espace quand on est enfin seul. J'ai ouvert le placard de la chambre d'amis, celle que j'avais réclamée pour moi, et j'ai cherché une petite boîte cachée derrière une pile de couvertures pliées. À l'intérieur se trouvaient des choses que je ne regardais pas souvent. De vieux tickets, des photos, une corbeille séchée d'une danse de lycée. Au fond, plissée et jaunie se trouvait la lettre. Elle avait été scellée dans une enveloppe blanche, jamais ouverte. L'écriture était indubitablement la sienne. Jérémie. Il avait été mon premier amour. Le genre d'amour dont on ne parle pas lors des réunions de famille car il était doux,
sérieux, et pas destiné à une compagnie légère. Je n'ai jamais reçu cette lettre. Pas à l'époque. Je l'ai trouvée par accident une décennie plus tard dans le plus vieux tiroir de son bureau, coincée entre ses documents de voyage et une carte d'anniversaire adressée à quelqu'un d'autre. Elle l'avait gardée scellée, non lue, non dite. Je ne lui ai jamais demandé pourquoi. Je n'ai jamais dit à Jérémy que je l'avais trouvée. J'ai juste dérivé loin de lui, convaincu qu'il me laisserait partir sans combattre. Mais maintenant, en lisant ces mots, je connaissais la vérité. Je pense ce que je dis, Cybèle. J'attendrai. Si ce travail à Chicago fonctionne, je reviendrai avec une vraie offre, une bague. Mais si tu ne ressens pas la même chose, ne réponds pas. Je comprendrai. Il a attendu. Je n'ai jamais répondu, et il n'a jamais su pourquoi. J'ai replié la lettre avec des doigts soigneux. Ma gorge s'est serrée, pas de tristesse, mais d'une fureur tranquille. Même plus à propos de la lettre, mais de ce qu'elle représentait. Combien de fois j'avais été laissé dans l'obscurité pendant qu'Isolda façonnait l'histoire pour lui convenir. J'ai entendu un léger coup à la porte. Elle s'est ouverte avant que je ne réponde. Claudine est entrée, tenant un panier de linge plié comme si elle venait de sortir des années 1950. « Tu devrais descendre, dit-elle. Tout le monde demande où tu es. Est-ce qu'ils le font ?» J'ai gardé ma voix égale. Elle a posé le panier sur le lit et a commencé à lisser la serviette du dessus comme si c'était la raison pour laquelle elle était venue. « Tu as toujours été si sensible, dit-elle avec désinvolture. Essaie de ne pas prendre les choses si personnellement. Tu sais, ta sœur prend juste les choses en main. Elle l'a toujours fait. Ce n'est pas censé blesser. Je n'ai pas répondu. J'ai plié une chemise et je l'ai placée à côté des autres. Elle porte juste plus sur ses épaules, continua Claudine. Organiser, maintenir les gens ensemble. C'est un fardeau aussi, tu sais. Je me suis tourné vers elle. Donc m'effacer est un fardeau. Elle a fait une pause. Pas assez longtemps pour réfléchir, juste assez longtemps pour rejeter. Tu fais toujours sonner les choses plus durement qu'elles ne le sont. C'est épuisant parfois. Puis elle est partie, fermant la porte derrière elle comme si elle n'avait pas juste jeté du sable sur une plaie ouverte. Je suis resté assise un moment. La maison, malgré tout son bruit, avait des moments où tout s'apaisait, comme maintenant. Pas de pas, pas d'assiette, juste des vagues lointaines qui effleuraient le bord du quai. Je me suis levé et j'ai pris ma veste, je me suis glissé par la porte latérale, j'ai marché vers l'eau. La lune était haute. Des ondulations argentées dansaient sur la surface du lac, et les pins se dressaient dans leur habituel silence. J'ai pensé aux choses qu'ils n'oubliaient pas. Comme la fois où j'ai conduit maman aux urgences à 2 heures du matin et je ne l'ai dit à personne parce que je ne voulais pas causer de panique. Ou comment j'ai payé la caution de l'avocat du divorce de Dorian sans lui dire que cela venait de moi. Ou comment chaque Noël je réorganisais les plans de voyage pour m'assurer que quelqu'un soit avec Mera même quand personne d'autre ne le proposait. Il n'oubliait pas. Il ne remarquait juste jamais. Et je parcourus le pont lentement, chaque pas régulier. Ma respiration se brouillait devant moi. Je n'ai pas pleuré. Je ne me sentais pas vide. Je me sentais prête. Cette fois, il n'y aurait pas de cris, pas de grandes déclarations, juste un moment soigneusement placé que personne n'oublierait. Le lendemain matin de cette déclaration silencieuse à moi-même, je me suis réveillé tôt, non pas par excitation, ce navire avait levé l'ancre, mais parce que je savais que je devais être alerte. Un brunch était soi-disant prévu, bien que personne ne me l'ait dit. Pourtant, les bruits de mouvement en bas me disaient tout ce que je devais savoir. Les gens s'agitaient, les voix montaient en hauteur et en volume, et encore une fois, je n'avais pas été consulté. Je me suis brossé les dents lentement, habillé avec intention, jean, t-shirt en coton doux, sans maquillage, et je me suis dirigé vers les escaliers. Le salon s'était transformé en un campement. Les sacs se déversaient sur les canapés, les chaussures d'enfants éparpillées comme des confettis. Je pouvais sentir le café, mais personne ne l'avait brassé dans ma cuisine. Ils avaient apporté leur propre dosette. Bien sûr qu'ils l'avaient fait. Isolda était perchée sur le bord d'un tabouret de bar, jambes croisées, lisant à voix haute depuis son téléphone. Alors, nous irons au Bézide Café vers 10h30. Ensuite, la location de bateau est réservée pour midi, dit-elle, sans lever les yeux. Je pense qu'on pourrait faire 2 heures sur l'eau avant qu'il ne fasse trop chaud. Je conduirai le van. Dorian,
tu peux prendre maman et tous ceux qui ne veulent pas attraper un coup de soleil. Claudine a gloussé. Je serai à l'ombre. Merci beaucoup. Personne ne m'a regardé. Personne n'a demandé si je venais. Personne n'a demandé si je voulais que 20 personnes utilisent ma cuisine, mon porche, mon quai. Je me suis dirigé vers le couloir arrière et j'ai fait une pause juste au moment où j'atteignais le bureau. La porte n'était pas complètement fermée et des voix flottaient à travers. Je n'avais pas l'intention d'écouter, mais d'un autre côté, comment étais-je censé apprendre quoi que ce soit dans cette maison? Je pense que si nous la transférons dans une LLC familiale, dit Isolda, son ton décontracté, mais concis, nous pouvons mieux gérer les taxes. La propriété commune aurait également l'air plus propre sur papier. Elle finira par accepter. Elle le fait toujours, répondit Dorian. Elle n'est pas conflictuelle. Jette juste quelques termes juridiques et elle sera perdue. Puis vint la voix de Claudine, maternelle et tranchante comme un couteau enveloppé dans une serviette. Elle a de la chance que vous deux vous occupiez d'elle. Elle ne saurait pas quoi faire de toute cette responsabilité seule. Je me suis reculé de la porte, mon cœur battant, mes mains se sont transformées en poings sur mes côtés. Il parlait de transférer la propriété de ma maison du lac, celle avec mon nom sur l'acte, ma sueur dans les lattes du sol, mon argent dans le prêt hypothécaire. Chanceuse de les avoir, j'étais une architecte agréée de 45 ans qui avait conçu toute cette structure à partir de zéro. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours l'enfant sur le siège arrière de la voiture familiale à qui on disait quelle station de radio écouter. Je suis sorti sur le porche pour me vider la tête. L'air était plus chaud maintenant, de douces brises glissaient du lac, le soleil brillant sur l'eau comme du verre liquide. J'avais besoin de ce moment de calme car à l'intérieur, tout bouillonnait. C'est là que j'ai vu l'homme de la veille, Trevor je crois que c'était son nom, marcher vers moi. Un bouquet de fleurs à la main. Je voulais juste dire, dit-il, me le tendant avec un doux sourire. Cet endroit est incroyable, vraiment magnifique. Vous avez fait quelque chose de spécial ici. La carte était nichée proprement parmi les tiges, pour la femme qui a construit quelque chose de beau. J'ai hoché la tête, sincèrement touché. Merci, Trevor. Cela signifie plus que vous ne le savez. Avant que je puisse dire un autre mot, Isolda a surgi par le côté, toute soleil aidant. Oh, c'est charmant, fit-elle doucement, cueillant le bouquet de mes mains comme s'il lui avait été offert. Vous n'auriez pas dû vraiment. Trevor a cligné des yeux. Oh, Mais Isolda s'éloignait déjà à l'intérieur, fleur à la main. Je ne l'ai pas poursuivi. 1 heure plus tard, après que tout le monde soit parti pour le brunch, je suis allé à la poubelle de la cuisine. Je savais exactement ce que je cherchais. Là, coincée parmi des serviettes et une barre de céréales vide, se trouvait la carte. Et la même que j'avais lue, déchirée en deux. On dit que les petites choses brisent une personne, ce jour-là. Ce n'était pas le discours sur la LLC. Ce n'était pas l'exclusion. Ce n'était même pas le mensonge. C'était le caractère désinvolte de tout cela. La façon dont elle a pris quelque chose qui m'était destiné, l'a réclamé, puis a rejeté la seule partie qui le rendait personnel, comme si je n'étais pas réel, comme si j'étais un décor. J'ai attendu que tout le monde revienne bruyant et rougi par le soleil et les rires, traînant du sable dans le couloir d'entrée, se parlant par-dessus l'épaule comme ils le faisaient toujours. Puis, pendant qu'ils se tenaient encore autour de l'îlot de cuisine, je suis entré. Pas de drame, pas de voix haute, juste des yeux clairs et un ton régulier. Cette maison n'est pas partagée, ai-je dit. Ce n'est pas une déduction fiscale. Ce n'est pas une propriété familiale. Elle est légalement, financièrement, émotionnellement à moi. Et je n'apprécie pas que mon nom soit omis des décisions à son sujet. On aurait pu laisser tomber une fourchette et l'entendre tomber. Claudine renifla. Ne sois pas si possessive, si belle. Nous parlons juste. Isolda rit doucement. Pas besoin d'en faire un plat. C'est juste plus facile quand on planifie en groupe. Je ne faisais pas partie de ce groupe, ai-je répondu. Alors, n'appelez pas ça de nous. Personne n'a rien dit d'autre. Je n'ai pas attendu la permission de quitter la pièce. Je n'en avais pas besoin. Je savais alors qu'ils m'avaient entendu, mais qu'ils n'avaient pas écouté, et que cela leur coûterait. Cet après-midi-là, alors que le soleil commençait sa lente descente derrière les pins, la maison s'est transformée, non pas en structure, les murs tenaient bon, les poutres étaient droites, mais en énergie.
On pouvait la sentir comme une pause entre des phrases quand quelqu'un décide si la parole en vaut la peine. Ils m'avaient entendu, bien sûr, mais personne ne voulait l'admettre. Alors ils ont fait semblant que rien ne s'était passé. Le petit déjeuner le lendemain matin fut calme, mais pas paisible. Personne n'a abordé ce que j'avais dit la veille. Ni Isolda, ni Claudine, ni même Dorian. Toute la maison fonctionnait sous une sorte de déni poli, comme si ma voix n'avait pas rempli la cuisine, n'avait pas traversé le bruit comme une pierre dans du verre. Isolda, toujours la chef d'orchestre de la fausse harmonie, souriait plus que d'habitude. Elle versait du jus d'orange comme si elle animait une émission de brunch, complimentait les tenues de chacun, commentait la météo comme si elle lui avait personnellement envoyé une carte de remerciement. Je me suis assise au bout de la table, mangeant du pain grillé qui avait refroidi dans mes mains. Je ne parlais que si on me parlait, et personne n'avait le courage ou la courtoisie d'essayer. Trevor, l'invité qui m'avait apporté des fleurs il y a quelques jours, celles qu'Isolda avait réclamées, s'est assis en face de moi. Il m'a donné un signe de tête polie, mais rien de plus. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Les gens n'aiment pas l'inconfort, et la vérité rend toujours les choses inconfortables. Alors, dit Trevor, adressant sa voix à la table en général, mais la faisant atterrir juste sur moi. Cette maison est vraiment quelque chose. Ça doit être bien d'avoir le temps pour des projets comme ça. J'ai tourné la tête lentement, m'assurant que mes yeux rencontraient les siens. Qu'est-ce que vous voulez dire, ai-je demandé, même si je le savais déjà. Il a gloussé, levant sa tasse de café. Vous savez, certains d'entre nous jonglent avec 1 million de choses, enfants, travail, conjoint. Mais bon, quand on a la liberté, pourquoi ne pas construire une maison au bord du lac, n'est-ce pas? Il y eut un silence, court mais tranchant. J'ai posé mon pain grillé. Être occupé ne signifie pas toujours construire quelque chose, ai-je dit calmement. Parfois, cela signifie juste du bruit. Il a cligné des yeux, souriant froidement. Oui. Bien sûr. Isolda a intervenu rapidement pour sauver la face. Eh bien, nous sommes juste reconnaissants d'être ici. C'était tellement relaxant. Relaxant pour eux, peut-être. Plus tard, je me suis promené dans le salon pour récupérer un pull que j'avais laissé draper sur le dossier d'une chaise. Mera, ma nièce, était assise sur le tapis près de la fenêtre, jouant avec un jeu de cartes. Elle m'a regardé, souriant. Tante Belle, maman dit qu'on doit toujours la laisser être en charge ici. C'est la mère de la maison. Les mots m'ont frappé d'une manière que rien d'autre n'avait fait. Pas le discours sur la LLC. Pas les fleurs interceptées. Même pas le plan pour changer la propriété de mon acte. Cela, de la bouche d'un enfant. Un enfant qui répétait simplement ce qu'elle entendait à la maison. Et y croyait. J'ai regardé vers le couloir. Isolda était à mi-chemin des escaliers, faisant semblant de ne pas avoir entendu. Elle a légèrement tourné la tête et a dit sans manquer un battement, les enfants absorbent tout, n'est-ce pas? C'est plutôt mignon. Je n'ai pas répondu. Ni à elle, ni à Mera. Je suis sorti sur le patio arrière, le pull à la main, et je me suis assise face au lac. L'eau était calme, mais l'air commençait à se refroidir. Je pouvais le sentir dans mes os. Pas seulement le changement de temps, mais le tournant de quelque chose de plus profond. Il n'avait aucune idée de ce qu'il réveillait en moi. Aucune idée que j'avais commencé à prendre des notes mentales de chaque micro-agression, chaque vol d'espace, chaque compliment évasif et chaque compliment déguisé. Ce n'était pas seulement ce qu'ils faisaient, c'était à quel point ils étaient désinvoltes en le faisant. J'ai attendu que tout le monde revienne de sa promenade autour de la propriété. La plupart d'entre eux étaient descendus au quai pour prendre des photos. Quelques-uns s'attardaient dans le salon, sirotant des cocktails et faisant défiler leur téléphone. Je me suis tenu au centre de la pièce et j'ai parlé d'une voix que j'utilisais lorsque je présentais des conceptions à des clients sceptiques. Calme, mesuré, mais sans demander la permission. Je veux clarifier quelque chose, ai-je dit. Ils se sont retournés lentement, verre à la main, les yeux s'habituant au changement de ton. Ce week-end, ce sera la dernière fois que quelqu'un arrivera ici sans invitation. La prochaine fois, le portail sera verrouillé. Si je veux de la compagnie, je demanderai. Sinon, je ne le ferai pas, il y eut une pause. Claudine avait l'air légèrement amusée. Trevor s'est remué sur le canapé. Le sourire d'Isolda s'est figé. Dorian n'a rien dit. Il a juste siroté sa boisson et a évité mon regard. Isolda s'est avancée, son ton toujours sucré.
bien sûr, personne n'avait l'intention de dépasser les bornes. Nous avons juste supposé. J'ai levé une main. C'est ça le problème. Vous avez tous supposé que j'allais me laisser faire, que j'allais accueillir sans consentement. Que je garderais le silence parce que j'ai toujours eu. Un autre silence, plus épais cette fois. Je me suis tourné et je suis sorti par la porte d'entrée, la laissant se refermer derrière moi. Ce soir-là, je me suis assise seule sur le porche, une couverture sur les jambes, un verre de vin rouge à la main. Les étoiles commençaient à apparaître, d'abord petites, puis audacieuses. De l'intérieur de la maison, j'entendais une musique douce et le son de quelqu'un qui riait un peu trop fort. Le rire ancien, toujours besoin d'être entendu. Elle savait alors que je ne bluffais pas, mais elle savait aussi qu'elle n'avait pas fini. Le calme dans la maison ce matin-là n'était pas celui qui suit la paix. C'était le silence qui arrive quand tout le monde fait trop semblant. Après avoir tracé ma ligne la veille, j'ai remarqué le changement. Les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce. Les blagues ne tombaient pas de la même manière. Claudine s'en tenait à des compliments si creux qu'ils résonnaient. Mais Isolda, elle, a redoublé d'efforts. Vers le milieu de l'après-midi, la cuisine bourdonnait de sa voix et de son programme. Elle a annoncé un dîner qu'elle avait prévu, comme si la maison où elle se trouvait n'était qu'une salle de réception. Elle a appelé cela un rassemblement de remerciements pour les invités, ceux qu'elle avait invités, ceux à propos desquels elle ne m'avait jamais demandé. J'étais assise sur le porche arrière avec un livre que je ne lisais pas vraiment quand j'ai entendu la porte moustiquaire s'ouvrir derrière moi. Et, dit-elle, sa voix sirupeuse et assez forte pour que ceux à l'intérieur entendent. Juste pour vous informer. Le dîner est à 19h. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout géré. Elle ne m'a pas regardé. Elle ne me regardait jamais quand elle se produisait. Super, ai-je répondu, sans lever les yeux. Merci pour la mise à jour. Elle s'est attardée un moment, attendant une réaction. Quand je ne lui en ai pas donné, elle est retournée à l'intérieur. Vers 16h, je suis allé à la cuisine pour chercher de l'eau et j'ai trouvé une enveloppe sur le comptoir à côté d'une pile de verre à vin. Elle n'était pas scellée, et l'écriture sur le devant n'était pas la mienne. Curieuse, j'ai glissé l'enveloppe et j'en ai sorti le contenu. Mon estomac s'est serré. C'était un contrat signé, un accord de location entre le cabinet de relations publiques d'Isolda et une société de gestion d'événements. L'objet disait « Série de bien-être, retraite du lac Greenwood, lieu ». Les dates étaient pour le mois prochain. Mon nom n'était nulle part. L'adresse de la maison était listée. L'acompte avait déjà été versé. Elle louait ma maison sans demander, sans même me le dire, en utilisant le nom de son entreprise. Je me suis assise à table, les pages dans ma main tremblant légèrement. Pas par nervosité, mais par quelque chose de plus concentré, plus vif. Je n'ai pas crié. Je ne suis pas monté en courant pour la confronter. Je suis allé à mon imprimante dans le bureau et j'ai sorti mon dossier. 5 minutes plus tard, j'avais ce dont j'avais besoin. L'acte original, ma signature, le titre de propriété officielle, propriété exclusive, claire, légale, finale. Je l'ai soigneusement mis dans un dossier et je l'ai posé à côté de mon assiette pour le dîner. À 19h, les invités s'étaient rassemblés dans la salle à manger. Isolda se tenait près de la tête de table, disposant les 7 de table comme si elle avait gagné le droit d'accueillir. Claudine flottait à proximité, offrant des compliments qui ressemblaient plus à des indications. Quand tout le monde s'est installé, Claudine a cogné son verre avec une cuillère. Je veux juste dire, commença-t-elle, combien je suis fier d'Isolda pour avoir tout organisé. Cette maison, ce week-end, c'était magnifique. Il y eut des murmures d'approbation, des verres levés. Isolda sourit gracieusement comme si elle venait de gagner un prix. Merci, maman, dit-elle, se touchant la poitrine avec une fausse humilité. Cette maison a toujours été synonyme de vision et de rassemblement. Je suis juste contente d'avoir pu aider à rassembler les gens ici. Elle regarda autour de la table comme pour capturer le moment dans son esprit. C'est là que je me suis levé, lentement et régulièrement. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'en avais pas besoin. J'ai attrapé le dossier à côté de mon assiette, je l'ai ouvert et j'ai glissé les documents au centre de la table. Le bavardage s'est immédiatement arrêté. « Qu'est-ce que c'est » demanda Isolda, un rire nerveux s'échappant de ses lèvres. J'ai regardé les invités, puis elle. Juste pour qu'il n'y ait pas de confusion, ai-je dit. Cette maison m'appartient exclusivement.
Elle n'est pas disponible à la location. Elle ne fait pas partie d'un partenariat. Elle est à moi. L'acte, le titre, le prêt hypothécaire, tout est à mon nom. Le silence était assourdissant. Les fourchettes restaient en l'air. La bouche de Claudine s'ouvrit légèrement, puis se referma. Trevor toussa dans sa serviette. Quelqu'un de l'autre côté de la table murmura. Eh bien, c'est clair. Isolda ne dit rien. Elle regarda les papiers comme s'ils l'avaient trahi. J'apprécierais, ai-je poursuivi, que personne ne prenne de décision concernant cet endroit sans me consulter, cela inclut les contrats, les réservations d'événements ou les suppositions familiales. Je me suis rassise. Mon pouls ne s'est pas emballé. Mes mains n'ont pas tremblé. J'avais répété ce moment dans ma tête pendant des années. Pas cette scène exacte, mais le sentiment d'être enfin visible. Personne n'a applaudi. Personne n'en avait besoin. Après le dîner, les gens ont quitté la table plus rapidement que d'habitude. Le quai est soudainement devenu plus attrayant. Le salon s'est vidé plus vite que toute la semaine. Claudine n'a pas beaucoup parlé. Dorian a évité mon regard du tout. Isolda, à son crédit, a débarrassé les assiettes avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Plus tard dans la nuit, j'ai préparé du thé et je suis sorti sur le porche. Les étoiles étaient dehors, projetant une faible lueur sur le lac. J'ai siroté lentement, laissant le silence s'installer. Cette fois, le silence ne faisait pas mal. Il ne me demandait rien. Il existait simplement comme moi, pleinement, enfin dans mon propre espace. Pas pour prouver quoi que ce soit, juste pour être vu. La tension ne s'est pas dissoute après le dîner. Elle s'est épaissie. Même lorsque le dernier verre de vin a été rincé et empilé à côté de l'évier, je pouvais sentir les murs absorber ce que personne n'osait dire à voix haute. Claudine parlait à peine. Dorian, comme d'habitude, a disparu tôt, faisant semblant de faire défiler des emails auxquels il ne répondait jamais. Les invités me marchaient sur les pieds comme si j'étais passé de décor de fond à un fil fragile sur lequel ils pourraient trébucher. Mais Isolda, elle, n'a pas reculé. Elle a riposté. Tôt le matin, je l'ai vue se déplacer dans la cuisine comme si de rien n'était. Elle portait le même lin blanc que le premier jour de son arrivée. Ses cheveux parfaitement épinglés, son sourire presque venimeusement poli. Je venais de rentrer d'une courte promenade autour du lac. Pas d'écouteurs, pas de distraction, juste des pas, de la respiration, de la recalibration. Je suis allé à la cuisine pour prendre un café et j'ai aperçu l'écran de son téléphone. Son histoire Instagram était toujours ouverte. La légende au-dessus d'une photo filtrée de la table du dîner disait « Les familles traversent des hauts et des bas. Ce qui compte, c'est la grâce. » Certaines personnes l'oublient. Je n'ai pas eu besoin de deviner à qui elle pensait. Je suis resté derrière elle une seconde de plus qu'elle ne le réalisait. Puis, quand elle l'a finalement remarqué, elle a rapidement fermé l'application, me donnant ce sourire qu'elle réservait à la presse. Répété, poli, creux. Je n'ai rien dit, mais j'ai capturé l'écran plus tard dans ma chambre. Non pas parce que j'avais besoin de preuves, mais parce que je voulais me souvenir exactement à quoi cela ressemblait avant que tout ne s'effondre. Vers midi, j'ai ouvert ma tablette pour vérifier la météo de la semaine. Une routine plus qu'autre chose. Quand je l'ai vue, quelqu'un avait tagué la maison du lac dans une photo de groupe du dîner de la veille. J'ai cliqué dessus instinctivement. Les voilà. Tous. Dorian, Claudine, les invités, même Mera tenant un verre de jus de gingembre comme si elle faisait partie d'un toast d'adulte. J'étais absente. Aucune erreur de recadrage, aucune astuce d'angle, juste disparu. J'ai fait défiler et j'ai trouvé une autre version postée par quelqu'un d'autre. Cette fois, j'étais à peine visible, flou à l'arrière-plan en train de marcher. Mon visage détourné. La légende, incroyable week-end en famille chez Isolda S. Lake Place. Je n'ai pas commenté, je n'ai pas corrigé. Cet après-midi-là, juste avant le déjeuner, une femme à qui je n'avais jamais parlé auparavant, peut-être une des collègues de relations publiques d'Isolda, s'est approchée de moi dans le couloir avec un plat à gratin. « Salut », dit-elle, souriant, me le tendant déjà. « On nous a dit que vous gérez les choses ici. » Mes doigts ont touché le verre avant que je ne me retienne. « Je le fais », ai-je dit calmement. « Parce que je possède la maison », dit-elle, clignant des yeux, confuse. « Oh, je suis désolé. Je pensais juste. » J'ai souri, poli mais sans équivoque. « Bien sûr,
et quand j'aurai fini, je retournerai à la place du propriétaire. Le silence fut instantané. Elle est devenue rouge. Isolda, regardant depuis l'embrasure de la porte de la salle à manger, a levé les yeux au ciel. Ne soyons pas dramatiques, c'est belle, dit-elle un peu trop fort. Je me suis retourné et je suis parti. Ce soir-là, après que les dernières assiettes de dessert aient été débarrassées et que les enfants aient été rassemblés dehors pour des jeux, je l'ai trouvée dans le bureau. Isolda était assise avec son ordinateur portable, sirotant un verre de vin, les jambes croisées comme si elle dirigeait une réunion du conseil. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré, mais j'ai vu le coin de sa bouche se contracter. Le genre de sourire qu'elle portait quand elle pensait avoir gagné quelque chose. Nous devons parler, ai-je dit. Elle a fermé son ordinateur portable lentement, me donnant enfin toute son attention. Si c'est encore un monologue sur les limites, Cybèle, ai-je interrompu. Ce n'est pas le cas, dit-elle, se penchant en arrière. C'est un avertissement. C'est une menace maintenant? Non, ai-je dit, mais la prochaine fois que tu retireras mon nom de quelque chose qui m'appartient, la prochaine fois que tu raconteras une histoire qui m'exclut, je ne te donnerai pas seulement un acte. Je te donnerai un avis de départ et tu ne seras plus invité. Elle a ouvert la bouche, probablement pour lancer une remarque sarcastique, mais rien n'est sorti. Tu as réécrit l'histoire de notre famille en ta faveur pendant des années, ai-je continué. Tu as appelé ça de la grâce. J'appelle ça de l'effaceur, et j'en ai fini de me taire à ce sujet. Son visage a légèrement changé, assez pour que j'en voie la fissure. Tu réagis de manière excessive, a-t-elle marmonné. Tu as toujours été la plus émotionnelle. Et toi, ai-je dit, me retournant vers la porte. Tu as toujours eu besoin d'un public. Mais ce n'est plus ta scène. Je suis sorti de la pièce avant qu'elle ne puisse trouver ses mots. Cette nuit-là, les rires sur le patio n'ont pas duré longtemps. Les gens entraient et sortaient comme s'ils étaient sur un terrain instable. Même le vin ne semblait pas avoir le même goût. Dorian m'a croisé dans les escaliers. Il n'a rien dit, juste un léger signe de tête. Peut-être que c'était sa façon de choisir un camp. Peut-être que c'était juste de la culpabilité. Je ne me souciais de rien. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle partirait tranquillement ou que je m'assurerais qu'elle le fasse. L'air le lendemain matin portait un poids inhabituel, comme si le lac lui-même avait choisi le silence comme acte délibéré de témoin. L'eau était vitreuse, pas une ride ne brisait sa surface, et les nuages planaient bas, lourds, mais calmes. Même les arbres semblaient silencieux, comme s'ils attendaient aussi que quelque chose se déroule. Le petit déjeuner s'est passé dans un rythme étrange. Les fourchettes touchaient les assiettes, les couteaux raclaient légèrement le pain grillé, et la cafetière se vidait tasse par tasse, mais aucune conversation ne venait rencontrer les sons. L'atmosphère était tendue, épaisse de non-dits. Personne n'osait mentionner l'acte que j'avais posé sur la table la nuit précédente, celui qui avait fait pâlir tous les visages, qui avait resserré toutes les gorges. Personne n'a reconnu le contrat qu'Isolda avait tenté de me glisser, comme si en l'ignorant, il pouvait annuler l'insulte. Ils agissaient tous comme si le silence pouvait l'effacer. Comme si l'omission pouvait devenir une absolution. Mais le silence n'efface pas. Il amplifie. Vers le milieu de la matinée, les murs de la maison semblaient trop proches. L'air trop lourd de mots non dits. Je me suis glissé par la porte arrière et j'ai suivi le long chemin de pierre qui serpentait vers l'eau. Chaque pas contre la pierre humide ressemblait à une petite reconquête. Le lac s'étendait largement devant moi quand j'ai atteint la rambarde. Une feuille d'argent sous le ciel gris. Je me suis penché en avant, pressant mes mains sur le bois, laissant le calme du lac me stabiliser. Du bout du quai, j'ai entendu des voix basses, chuchotées, mais intentionnellement audibles. Deux invités, un couple dont j'avais à peine appris les noms, se tenaient ensemble, leur dos à moitié tourné, parlant de la manière dont les gens parlent quand ils veulent être entendus, mais font semblant du contraire. Elle n'a même personne, dit la femme avec un ton que je reconnaissais trop bien. Pas de pitié, mais de rejet. Pas de partenaire, pas d'enfant, juste une maison. L'homme a ri doucement, d'un rire moqueur. Elle fait comme si c'était son empire. Comme si construire des murs et les remplir de meubles signifiait qu'elle avait vraiment construit une vie. Leurs mots m'ont frappé plus fort qu'ils n'auraient dû, car j'avais entendu des versions de ce même jugement toute ma vie d'adulte. D'amis qui ne comprenaient pas pourquoi je ne m'étais pas installé dans les cases nettes qu'ils avaient. De la famille élargie qui mesurait la valeur en conjoint et en enfant. D'hommes que j'avais autrefois aimés,
qui pensaient que je serais plus palatable si je m'appuyais sur eux, si je me rétrécissais pour qu'ils brillent plus fort. Mais ici, dans ma propre maison, mon sanctuaire, l'endroit pour lequel je m'étais battu, l'endroit que j'avais récupéré, cela coupait différemment. Ils avaient franchi mes portes, mangé à ma table, se tenaient sous mon toit, et pourtant ils pouvaient me réduire à rien de plus qu'une liste de contrôles que je n'avais pas accomplis. Je n'ai pas bronché. Je ne leur ai pas donné la satisfaction de ma réaction. Je me suis retourné, j'ai remonté le chemin de pierre et je suis entré dans la maison. Pas de larmes, juste de la clarté. Vers midi, j'étais assise au comptoir de la cuisine, mon ordinateur portable ouvert devant moi. Mes doigts ont plané au-dessus des touches seulement un instant avant qu'ils ne trouvent leur rythme. L'objet de l'email est apparu net et indéniable. Invitation officielle, retraite au lac Greenwood. Le corps de l'email était court, ferme, délibéré. Désormais, l'accès à cette maison se fera uniquement sur invitation. J'organiserai une réouverture formelle le mois prochain. Si vous souhaitez y assister, veuillez répondre par email. 6 juin, vous trouverez l'acte de propriété complet et une photographie de la propriété telle qu'elle était prévue. La mienne. J'ai joint l'image que j'avais prise la semaine où j'ai emménagé. Pas de filtre, pas de mise en scène, juste moi pieds nus sur le porche, jean roulé aux chevilles, une tasse de café dans les mains, le lac s'étendant derrière moi, les poutres du porche m'encadrant, mon nom embossé au coin de l'image. Pas une famille empruntée, pas une gloire empruntée, juste la mienne. J'ai collecté toutes les adresses que j'ai pu des anciens fils de discussion de groupe d'Isolda, je les ai collées dans la ligne des destinataires, et j'ai cliqué sur envoyer. Le message m'a allégé. Quand je suis retourné dans le salon, j'ai trouvé Claudine près de la cheminée. Un livre était ouvert sur ses genoux, mais elle n'avait pas tourné une page. Son regard s'est levé quand je suis entré. « Puis-je vous dire quelque chose ?» demanda-t-elle doucement, sa voix portant le poids des années. Je me suis assise dans la chaise en face d'elle, légèrement inclinée de sorte que nous n'étions pas face à face, mais assez proches pour combler la distance. « Tu as toujours été si prudente », dit-elle après une pause. « Si mesurée. » C'est quelque chose que j'admirais, même si je ne le disais pas, j'ai attendu, lui laissant de l'espace. Elle a expiré longuement et irrégulièrement. Mais j'ai laissé ta sœur s'en tirer avec trop parce que c'était plus facile, parce qu'elle était plus bruyante. Parce qu'elle faisait de la manipulation un leadership. Je me suis dit que je ne prenais pas parti. Vous l'avez fait, ai-je dit doucement. Vous ne l'avez juste jamais admis, elle n'a pas discuté. Ses yeux ont vacillé sur le livre, puis sont revenus sur moi. Je vous ai élevées toutes les deux, a-t-elle murmuré. Mais une seule d'entre vous a respecté ce qui ne lui appartenait pas, les mots sont tombés lourdement comme des cendres suspendues dans l'air, refusant de s'installer. Je suis désolée, Cybèle, dit-elle enfin, sa voix se brisant sur les bords. J'aurais dû protéger ta place, pas la remettre en question. J'ai hoché la tête une fois. Cela n'a pas effacé les années de silence ni la façon dont le doute avait été semé en moi encore et encore, mais c'était quelque chose, une reconnaissance, une fissure dans le scénario qui avait été trop longtemps répété. Cet après-midi-là, je n'ai pas préparé de discours ni convoqué tout le monde. Je n'ai pas créé un grand spectacle. J'ai simplement marché jusqu'à la porte d'entrée, je l'ai ouverte et je me suis retourné. La pièce s'est figée. Le son de la conversation a vacillé, le bourdonnement des verres et les rires bas se sont estompés dans le silence. Isolda se tenait près du chariot à bar, sa main enroulée autour d'un deuxième verre dont elle n'avait pas besoin. Elle s'est figée quand elle m'a vu. « Tu es arrivé sans invitation », ai-je dit calmement. Ma voix était calme, régulière. « Tu as pris ce qui ne t'appartenait pas, et maintenant tu pars. » Sans drame, sans cri, juste la vérité, sans phare. La main d'Isolda tremblait autour du verre. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas de réplique prête, pas de sarcasme, pas d'acuité, pas de défense rapide, juste le silence. Claudine s'est levée lentement, glissant son livre dans son sac comme si elle avait attendu ce moment. « Je vais te raccompagner, dit-elle à Isolda. Toujours pas de réponse. Dorian est apparu dans l'embrasure de la porte, ses yeux balayant rapidement la scène, absorbant son poids. Il s'est avancé à côté de Claudine, son expression gardée. « Je vais raccompagner maman, dit-il, sa voix cassante. » Les talons d'Isolda ont frappé le sol avec une netteté exagérée alors qu'elle traversait la pièce. Elle m'a dépassé sans me regarder, l'odeur de son parfum persistant comme une ombre. Claudine m'a offert un léger sourire,
las, retenu, mais dépouillé de condescendance, juste humain. La porte s'est fermée derrière eux avec un son qui a résonné dans la maison. Et juste comme ça, c'était à nouveau à moi. Mais le silence qu'ils ont laissé derrière eux était différent cette fois. Pas net, pas suffocant, nouveau moi. Après qu'ils soient partis, la maison n'a pas soupiré de soulagement. Elle ne s'est pas effondrée dans le vide, ni n'a sonné de solitude. Ce qu'elle contenait était quelque chose de plus profond, quelque chose de plus vrai que l'absence. La présence. Ma présence. Pour la première fois depuis aussi longtemps que je me souvienne, ces murs n'étaient pas remplis du bruit d'autres personnes, des accusations, des interruptions, des corrections, des attentes. La maison ne me pressait plus comme un costume qui n'allait pas. Elle respirait simplement avec moi. Elle était juste là. Et pour une fois, c'était suffisant. Les jours suivants se sont déroulés comme des chapitres dans un livre plus calme, plus lent, écrit uniquement pour moi. Les matinées commençaient par une intention plutôt que par une obligation. Je pliais le linge non pas parce que je me préparais pour des invités, mais parce que j'aimais les bords nets et l'odeur de la lessive à la lavande. Je brassais du café et je le buvais tant qu'il était encore chaud, assis près de la large fenêtre qui donnait sur le lac. Je ne le buvais pas en me précipitant entre les interruptions ou en attendant la prochaine demande. Je le savourais gorgée par gorgée dans le calme. Le salon restait ordonné, exactement comme je l'avais laissé. Les coussins du canapé ne bougeaient pas de leur place. Le couloir ne résonnait que de mes pas, et pour la première fois, ces pas semblaient appartenir, comme si la maison écoutait, reconnaissait, confirmait que j'étais là et que j'avais de l'importance. Le silence n'était plus net, plus coupant. Il était doux maintenant, doux et délibéré, comme une courte pointe cousue de chute de survie. Ce silence n'était pas une punition. Il était mérité. Ce week-end-là, j'ai parcouru les couloirs avec une sorte de révérence, m'arrêtant à certains coins où les disputes avaient éclaté autrefois, où les mots dédaigneux avaient frappé comme des coups, où les voix avaient essayé d'éditer et d'effacer ma vérité. J'ai touché les murs légèrement, comme pour tester leur mémoire. Et pourtant, me voici, debout dans l'espace même qui m'avait autrefois rétréci, ne me pliant plus pour rentrer dans le rôle qu'il m'avait fourré dans les mains. Toujours là, toujours entière. Un après-midi, j'ai ouvert la boîte aux lettres, m'attendant au flot habituel de catalogues, de factures et de coupons de supermarché. Au lieu de cela, nichée entre le papier de routine se trouvait une petite enveloppe crème, non marquée, sans adresse de retour, sans étiquette. Mais mon cœur s'est serré dès que j'ai vu l'écriture. Je l'ai reconnue instantanément. Dorian, mon frère. À l'intérieur se trouvait une seule photographie. Moi et notre père, prise quand j'avais environ 12 ans. Nous étions debout sur des rochers déchiquetés près du lac, le même lac qui s'étendait juste au-delà du porche où je m'asseyais maintenant chaque matin. Je tenais un carnet de croquis, le serrant comme un trésor secret. Il avait un bras autour de mes épaules. Nous sourions tous les deux, un vrai sourire, pas ceux que nous jouions pour les autres. Au dos de la photo se trouvait une note pliée proprement. L'écriture de Dorian avait la même élégance sobre que celle de notre père. Mesurée, propre, sans excès. La note ne faisait que 2 lignes. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Il serait fier de ce que tu as construit. Ce n'était pas une excuse pour tout. Cela ne réparait pas les fractures ni n'effaçait le silence qui s'était étendu entre nous pendant des années, mais c'était quelque chose. Et à sa manière silencieuse, cela comptait. Plus tard dans la même journée, mon téléphone a vibré avec un nouveau message. C'était de Trevor, l'invité qui avait autrefois confondu mon silence avec de l'invisibilité, qui avait pris une photographie qui me réduisait à une ombre dans ma propre histoire. Le message était court. Je voulais vous envoyer ça. Désolé pour la photo d'avant. 6 juin, une nouvelle image. Juste moi debout seul sur le quai. Le lac scintillait derrière moi et au-dessus. Le ciel s'étendait large et illimité. Je n'étais pas courbé. Je ne me fondais pas dans l'arrière-plan. J'étais droite, tournée vers l'avant, les yeux calmes, forts. Sous la photo, sa légende disait, la vraie propriété n'a pas besoin d'annonce. Je l'ai regardé longtemps avant de l'enregistrer sur mon bureau. C'est ce que ressemblait la reconquête. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je suis retourné au projet que j'avais nurturé en silence pendant des mois. Une plateforme sans fioritures, sans équipe marketing, sans slogan poli conçu par des gens qui ne comprenaient pas. Juste un design épuré,
un espace sûr pour des femmes comme moi. Des femmes qui avaient été effacées de leurs propres histoires, à qui on avait dit que leur voix était trop petite, trop forte, trop gênante. Je lui ai donné un nom. Femme qui se réapproprie. Sur la page d'accueil, sous le titre, j'ai ajouté une accroche qui murmurait dans ma poitrine depuis des semaines. Pour celles qui n'ont jamais crié, mais sont toujours restées. Pour celles qu'on appelait dramatiques jusqu'à ce que le silence parle plus fort. J'ai cliqué sur publier. L'écran s'est rafraîchi. Le site est maintenant en ligne, respirant sa propre vérité tranquille dans le monde. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai allumé une petite bougie sur le porche et je me suis assise tandis que le soir s'installait autour de moi. Aucune occasion, aucun public, aucun invité, juste moi, l'odeur du cèdre et de la mélisse flottant dans la brise, la flamme vacillant comme une compagne. Je n'étais pas amer. Je n'avais aucune illusion que l'amertume pouvait me mener quelque part où il valait la peine d'aller. Mais je n'étais pas naïve non plus. Je savais que la paix avait des bords. Elle le devait. Sinon, les gens la confondaient avec de la passivité, de la soumission, une porte ouverte par laquelle ils pouvaient entrer quand ils le voulaient. La paix sans limite n'était pas la paix du tout. C'était de la reddition, et j'avais suffisamment cédé. Alors que la nuit s'épaississait, les étoiles ont commencé à clignoter une par une. Et j'ai murmuré à voix haute les mots que personne ne m'avait jamais offerts en leur totalité. Tu as toujours été suffisante. Les mots me semblaient étrangers sur ma langue, comme s'ils appartenaient à une autre langue que je commençais tout juste à apprendre. Mais en les répétant, plus doucement, plus fermement, ils ont commencé à s'enraciner en moi. Et à ce moment-là, sous la vaste étendue du ciel, j'ai ressenti ce que je m'étais refusé pendant des décennies. La liberté. Parce que certaines histoires ne se terminent pas par une réconciliation. Elles ne se lient pas avec des excuses ou des portraits de famille refaits. Certaines histoires se terminent par une reconquête. Et cela, j'ai fini par le comprendre, est plus que suffisant. Certaines histoires n'ont pas besoin de fin dramatique, juste de vérité silencieuse. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de limites, de dignité et de reconquête de ce qui m'appartenait depuis le début. Peut-être avez-vous aussi été la silencieuse. Négligée, sous-estimée, à qui on a dit de rester à sa place. Alors, laissez-moi vous demander, quand avez-vous choisi vous-même pour la dernière fois, même si cela signifiait rester seul? Si cette histoire vous a touché, partagez vos réflexions dans les commentaires.